Commencer avec des news un peu tristes, puisqu'on a appris ces 2 dernières semaines 2 décès d'importance dans la sphère pop culture. Exactement, le premier, c'est celui de Maggie Smith. Bon, je vous l'apprends pas, évidemment, si vous écoutez ce podcast, mais Maggie Smith qui jouait dans Harry Potter, bien évidemment, McGonagall, la sorcière, la prof de Harry Potter, de Ron et de Hermione. Maggie Smith qui est décédée à l'âge de 89 ans. Elle était aussi connue pour la série Downton Abbey. Pour ceux qui ont regardé, beaucoup la décrivaient outre-Manche comme une légende du cinéma et de l'acting, un trésor national. C'est notamment ce qu'ont dit le roi Charles et Daniel Radcliffe. Elle aura évidemment marqué le cinéma avec les rôles dont j'ai parlé juste avant, mais elle a quand même une carrière presque longue de 8 décennies, ce qui est quand même assez énorme. Et elle a remporté plein de prix. Je ne le savais pas, elle a remporté 2 Oscars et elle était toujours extrêmement drôle et extrêmement vive malgré son âge avancé ces derniers temps. On la voyait encore sur des plateaux de télévision, notamment au Graham Norton Show en Angleterre, donc c'est une perte assez immense et elle a été saluée par d'autres acteurs comme Myriam Margolyes de Harry Potter et Emma Watson bien sûr qui jouait Hermione dans la franchise. Donc ça c'est pour la première nouvelle assez triste. Et du côté de la France, encore une fois je vous l'apprends pas non plus, c'est le décès de Michel Blanc qui est mort à l'âge de 72 ans des suites d'un choc anaphylactique. Il a fait une crise cardiaque en fait suite à ce choc allergique et il est mort à 72 ans. Il était connu évidemment pour son rôle de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés, mais pas que, parce que c'était quand même un énorme pilier de la comédie française et aussi du drame, notamment Monsieur Hir et puis l'exercice du pouvoir, si je me trompe pas, l'exercice de l'État, je ne sais plus. L'exercice de l'État, je crois. L'exercice de l'État, pour lequel il a reçu un César du meilleur second rôle. Et donc évidemment, toute l'équipe du Splendide s'est réunie pour saluer leurs camarades de jeu. On a vu aussi récemment Gérard Jugnot interviewé, qui c'est celui qui a le plus parlé, Gérard Jugnot, de son ami disparu. Et ils sont tous évidemment sous le choc. Et ça fait très bizarre de perdre un des bronzés. C'est un peu comme Matthew Perry, avec Friends. C'est le premier à partir et c'est très étrange en fait de se dire que quand on regarde les bronzés 2 et les bronzés 3, même si on regarde un peu moins quand même, on a plus Michel Blanc quoi. Donc voilà, c'est encore une fois aussi un acteur qui a été salué par tous ses pairs et même jusqu'à l'Élysée évidemment. Emmanuel Macron a fait une petite déclaration qui va bien. Ouais, c'est au-delà de ça, c'est vrai que ça fait bizarre parce que c'est marqueur d'une génération aussi, de beaucoup de générations, ces acteurs-là. Et on a tous évidemment un rôle préféré de Michel Blanc ou de Maggie Smith. Il y a un truc qui m'a toujours fait rire au sujet de Maggie Smith, c'est elle joue une bonne sœur dans Sister Act, et elle est incroyable dans ce rôle-là, et vraiment, on sous-estime beaucoup Maggie Smith, on sous-estimait beaucoup Maggie Smith parce qu'elle faisait, récemment elle faisait Downton Abbey et Harry Potter, mais en vrai, elle a une carrière assez, qui est très très longue, quoi, et puis vraiment, sa façon d'être très très stricte, mais à la fois joviale, et assez fascinante. Elle était parfaite pour le rôle de McGonagall, c'était vraiment ça. C'était ça qu'il fallait, quoi. Et donc, puis, Michel Blanc, que dire, quoi. Revoyez les bronzés, c'est ce que j'ai fait. Exactement. Quand te reverrai-je. Voilà donc pour ces 2 news tristes. On va aller évidemment sur des news un peu différentes par la suite. Je vais vous proposer de revenir un petit peu sur une annonce qui a été faite lors d'un PlayStation State of Play, donc qui est un petit peu une grande annonce autour de l'univers PlayStation, qui a été faite fin septembre. Et on a appris... Alors, il n'y a pas eu grand-chose de très intéressant dans ce State of Play, dans cette conférence, mis à part l'annonce d'une suite à Ghost of Tsushima, qui s'appellera Ghost of Yotei, qui est un nouveau jeu, du coup, qui n'est pas une suite directe, puisque on reste évidemment dans l'univers, on est toujours au Japon, mais on va aller chercher un nouveau protagoniste, une nouvelle histoire, une nouvelle région à explorer. Donc, fini l'histoire de Jin Sakai, qu'on avait vu
vu du coup dans Ghost of Tsushima. Cette fois on se trouve en 1603 et on joue Atsu qui s'élance, selon le pitch, dans un voyage dans les terres avoisinant le mont Yotei, une zone remplie de plaines à perte de vue, de toundra enneigée et de dangers inattendus. Et dans le trailer, on la voit faire face à un homme qui est en train de mourir a priori et qui lui dit « Tous les Ronins sont après toi, est-ce que tu crois toujours être la chasseuse ?» Puisque oui, c'est une protagoniste. Et ça se déroulera 300 ans après les événements de Ghost of Tsushima, a-t-on appris sur le blog PlayStation. Alors pour information, le mont Yotei se trouve au cœur de la région d'Ezo, qui est en fait le Hokkaido moderne. Donc Hokkaido, c'est l'île la plus au nord du Japon, et qui est une zone du coup à l'époque en dehors de la loi japonaise. Et donc on va s'éloigner de tout ce qui est clan de samouraïs bien organisé qu'on avait vu dans Ghost of Tsushima, et on va jouer du coup Atsu, qui est donc une femme samouraï, une ronin, on imagine, qui sera jouée et motion capturée par Erika Ishii, qui est une actrice de doublage américaine. Pour les gens qui connaissent un peu Apex Legends, c'est la voix de Valkyrie. Ah, c'est elle ? Ouais. Donc, voilà, yes. Sachez-le. Donc, il y aura évidemment de nouvelles... C'est mon main scènes sur Apex. Ah, c'est vrai ? Trop marrant. Valkyrie, je la joue... En prenant mes petites notes, je me suis dit, je suis curieux de savoir s'il connaît cette voix, etc. Je connais toutes les voice lines de Valkyrie. Stylé. Et ben voilà, tu sauras un petit fun fact. Du coup, évidemment, il y aura des nouvelles armes, et vu qu'on est beaucoup plus loin dans l'histoire que de Ghost of Tsushima, il y aura aussi la possibilité d'avoir des armes à feu, dont une carabine. On voit aussi dans le trailer l'apparition d'un loup. On se demande s'il y aura pas une espèce de familier aussi dans le jeu. Et puis, sachez que c'est le premier jeu de Sucker Punch, du coup, les développeurs de Ghost of Tsushima, conçu spécialement pour la PlayStation 5, et a priori, ça devrait sortir en 2025, sans plus de précision. Alors évidemment, comme d'habitude avec les jeux vidéo, voilà, c'est jamais c'est des promesses qui n'engagent que ceux qui les croient, donc on peut s'imaginer que ce sera potentiellement décalé en 2026 s'il y a retard, mais voilà, l'objectif à l'heure actuelle, c'est que ce soit pour 2025 sur PlayStation 5, et moi très honnêtement, j'ai très hâte, parce que Ghost of Tsushima, c'est difficile à dire, moi j'adore, donc c'est le seul jeu que j'ai platiné ces dernières années, et j'ai trop hâte de faire cette suite. Ah, tu m'en avais parlé en bien. Je sais que je l'ai jamais fait entièrement, loin de là, parce que j'ai juste testé chez toi à l'époque. C'est vieux. C'était en 2017, je crois, 2018, un truc comme ça, la sortie de Tsushima. Mais j'avais vraiment adoré. Non, peut-être un peu plus tard quand même, mais pas beaucoup plus tard. Bref, et c'est vrai que c'est un jeu qui m'a toujours fait de l'œil, mais à l'époque, j'avais plus de PS4 et j'ai jamais eu de PS5, donc compliqué pour le faire. C'est sorti en 2020 sur PS4. Ah ok, si tard que ça, je pensais que c'était plus... D'accord. Et sachez que le jeu est disponible sur PC depuis mai 2024 pour les gens qui seraient curieux et qui n'auraient pas encore joué. Ça marche, mais en tout cas, non, super news, et la cinématique est très jolie, ça a l'air très très sympa. Et il y a un côté un peu Blue Eye Samurai, en fait, je trouve. Ah, de fou. Sur la série Netflix, sur la femme, justement, samouraï, qui se la joue Ronin, etc. Ça peut être très sympa. Ouais, ça fait évidemment penser à tout ça, et moi j'ai envie de voir ça avec grande impatience, tout comme la saison 2 de The Last of Us, qui a dévoilé son trailer ces 2 dernières semaines, il y a 11 jours pour être très précis. Yes, tout à fait, quelle transition incroyable, ça parle encore jeux vidéo, mais côté série cette fois-ci, avec la saison 2 de The Last of Us qui se dévoile enfin un peu plus, même si je pense que... Un petit conseil que je vous donne, c'est de ne regarder le moins possible, parce que même avec les bandes annonces, je pense qu'on peut capter 2-3 petits trucs, donc faites attention, même s'ils font très attention eux-mêmes à pas trop en dévoiler, mais voilà. Bref, cette bande annonce est sortie, elle est portée par le titre Future Days de Pearl Jam, qui est aussi très important dans le jeu The Last of Us Partie 2, qui était sorti lui en 2020, si je me trompe pas, normalement. Je vais re-regarder. Et on retrouve évidemment Joel et Ellie dans cette bande-annonce. On voit aussi d'autres personnages, des nouveaux amis d'Ellie, à savoir Jessie et Dina. On voit Jessie qui justement parle un petit peu avec Ellie, et aussi une scène dans laquelle Ellie joue de la guitare face à Dina. C'est quasiment plan pour plan ce qui se passe dans le jeu vidéo. On a une nouvelle actrice qui arrive aussi, c'est Catherine O'Hara, qu'on a vu très récemment dans Beetlejuice, qui parle à Joel dans cette bande-annonce, qui l'interroge en fait sur ses sentiments de culpabilité par rapport à ce qu'il a pu faire dans la saison 1. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas spoiler, mais voilà,
elle le travaille un petit peu là-dessus, et on voit beaucoup de scènes d'action, notamment des paysages enneigés, où il y a des clickers qui errent un petit peu dans le décor. On voit aussi un autre personnage qui s'appelle Abby, qui est joué par Caitlin Dever, qui a une extrême importance dans cette suite, donc il y a un personnage vraiment extrêmement important, et on verra d'autres lieux, on le distingue un tout petit peu dans cette bande-annonce, à savoir Seattle, et je veux pas trop en dire, il y aura d'autres factions, communautés qui apparaîtront. Voilà, j'ai vraiment pas trop envie de spoiler parce que faut garder la surprise. Encore une fois, pour moi, The Last of Us partie 2 est bien plus grand et bien plus intéressant que The Last of Us 1, même si j'adore le 1 aussi, et ils peuvent en faire une grande série. Ça va être peut-être un tout petit peu compliqué au niveau de la narration. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire Neil Druckmann et Craig Mazin là-dessus, parce que le jeu vidéo a une narration assez particulière, qui fait qu'il est construit de cette manière-là. Est-ce que ça fonctionnera aussi en série? À voir. En tout cas, on a très hâte. Ça sort en 2025, ça c'est sûr. On n'a pas de date précise, mais c'est quasiment sûr qu'ils vont balancer la date pour début 2025. Je table, moi, sur un petit janvier-février 2025. C'est ce qui avait été fait pour la première saison. On l'imagine être un peu dans les clous, sachant que la saison 2 avait pas spécialement pris de retard sur son tournage, donc on peut s'imaginer, quoique il y avait eu la grève des scénaristes et tout, donc à voir. Mais le tournage n'avait pas vraiment été décalé, je crois qu'ils avaient prévu de faire leur c'est ça. Donc donc à voir. Oui, on s'imagine que ce sera pour la première moitié de l'année 2025, ça paraît assez évident. C'est ça. Dans le chat, on a une question. Franck qui dit: j'espère que la saison 2 ne sera pas trop violente. Comment te dire que ça va être d'une extrême violence, en fait, et prépare-toi juste à quelque chose de très très difficile, pas forcément au niveau de la violence physique. Ah si, quand même, si, ça va être très violent dans tous les cas. Non, mais quoi qu'il arrive, voilà, si vous n'en connaissez rien, si vous n'avez pas joué à la partie 2, je vous conseille de regarder cette saison 2 sans trop en savoir quoi que ce soit. Et voilà, moi je suis évidemment très curieux de voir comment ils vont transcrire cette première partie du jeu numéro 2, parce qu'ils vont évidemment l'adapter en plusieurs saisons, voir ce qu'ils vont garder, ce qu'ils vont pas garder aussi. Ça m'intéresse beaucoup de voir comment ils vont adapter tout ça, parce que je trouve un des grands points positifs de la saison 1 était justement cette façon d'adapter le jeu sans spécifiquement avoir toujours du 1 pour 1, et moi j'avais beaucoup apprécié cette vision-là, donc c'est ce que j'attends, moi, cette saison 2. Pareil, je pense qu'ils ont moyen de partir des fois à droite à gauche, de faire des choix scénaristiques. Ça, c'est sûr qu'ils le feront. Moi, c'est plus au niveau de la structure globale. Soit ils l'adaptent comme c'est dans le jeu vidéo, mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut faire 2 saisons, évidemment. Et c'est osé, parce qu'il y aura forcément une attente entre les 2 saisons. Et l'attente derrière sera très compliquée, et le résultat va forcément faire parler. Ou alors faire justement 2 saisons, mais avec une sortie très rapprochée, de 6 mois d'écart, par exemple. Je vois pas comment ils font ça. Je pense que ça peut être une très bonne solution de faire ça. Je vois pas comment ils y arriveront, honnêtement. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est cool, parce que ça veut dire que le projet nous intéresse, et il y aura des trucs à faire. Et évidemment, on sera là pour vous en parler au moment de sa sortie. Oui, même si je suis à distance, et je me débrouillerai pour en parler. C'est quand même très important. On fera en sorte d'être au mieux. Tout à fait. Voilà pour The Last of Us saison 2, du coup, 2025, sans précision pour le moment. Sur HBO, et donc sur Max en France. Sur Max en France, Je reviens, décidément, c'est un épisode très focus sur le jeu vidéo cette semaine. Ça va peut-être un gros sujet, ce dont tu vas parler d'ailleurs. C'est vrai, on va parler d'Assassin's Creed Shadows et d'Ubisoft, puisque bon, d'ailleurs j'ai pris pas mal de notes, donc bear with me. Assassin's Creed Shadows, qui pour les gens qui connaîtraient pas, est la nouvelle mouture de la licence Assassin's Creed, qui est une des licences les plus grand public en fait, qui existe à l'heure actuelle dans le monde du jeu vidéo, qui est développé et édité par Ubisoft, et le prochain épisode s'appelle Shadows et devait sortir fin octobre prochain, a été décalé au 14 février
février 2025, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, les tenants et les aboutissants de ce décalage, de ce retard. Assassin's Creed Shadows, pour les gens qui ont certainement juste vu passer une pub ou un trailer, c'est le Assassin's Creed qui se déroule dans le Japon féodal, où on va incarner deux personnages différents avec deux gameplays et des mécaniques différentes de jeu. Jeu qui, au demeurant, a l'air très intéressant, mais qui est impacté de plein fouet par les problématiques économiques qui frappent Ubisoft en ce moment, puisque justement, ils veulent faire en sorte que ce Assassin's Creed Shadows passe un petit peu remonter la pente à l'éditeur qui en ce moment est dans une très mauvaise passe, puisque pour être très précis, le cours en bourse d'Ubisoft s'est effondré ces derniers mois. Fin septembre, l'action Ubisoft, ça coûtait 9,26 €, et c'est son niveau le plus bas en 10 ans, sachant que 2 semaines plus tôt, il était déjà à 15 €. Donc autant vous dire que là on est vraiment en train de plonger. Ouais. Et alors pourquoi ? Alors c'est-à-dire que ça fait un petit moment quand même que Ubisoft a des problématiques de vente notamment, et surtout Ubisoft manque de stabilité dans ses résultats, ce qui ne rassure pas du tout ses investisseurs. Par exemple, l'exercice 2022-2023, c'est une perte nette de 500 millions d'euros pour Ubisoft. C'est aussi une dette en augmentation, et donc forcément tout ça, ça ne rassure pas du tout les marchés. Et en plus de ça, le jeu qui devait un petit peu redorer un petit peu ce blason et redonner foi aux investisseurs dans la marque, c'était Star Wars Outlaws, qui est sorti fin août dernier, et ce jeu, même si côté critique des spécialistes, c'est plutôt pas mal. Du côté public, on a beaucoup de problématiques sur les notes des joueurs, et à tel point que les analystes JP Morgan, donc qui sont des spécialistes en analyse de données, de vente, etc., prévoyaient précédemment que le jeu s'écoulerait à 7 500 000 exemplaires. Et ils ont revu leur copie en se disant que d'ici la fin de l'année fiscale, donc fin mars 2025, le jeu s'écoulerait plutôt à 5,5 millions d'exemplaires, soit 2 millions de moins sur l'estimation. Et les indicateurs comme ça s'accumulent autour d'Ubisoft, et là où on s'imaginait justement que un jeu open world, en monde ouvert, dans l'univers de Star Wars, ça pourrait driver énormément de ventes, et donc beaucoup de chiffres d'affaires, c'est sans doute moins le cas que ce qui était imaginé. Et donc, les investisseurs, de plus en plus frileux autour de l'action Ubisoft, à tel point qu'Ubisoft et son partenaire, enfin la famille Guillemot qui détient Ubisoft à part majoritaire, et son allié le plus proche, Tencent, qui détient 10% du capital d'Ubisoft, sont en train de potentiellement imaginer une sortie de la bourse pour Ubisoft, pour faire en sorte que l'entreprise soit moins frappée par les marchés et par le manque de foi des investisseurs. Donc on est vraiment dans une très très mauvaise passe pour l'éditeur français, qui pour l'instant n'est pas à l'abri d'une OPA, en fait, qu'il avait évité de justesse en 2018 face à Bolloré, rappelez-vous. Vivendi, ouais. Donc voilà, c'est compliqué en ce moment pour Ubisoft, et c'est aussi pour ça qu'Assassin's Creed Shadows a été repoussé, parce que même s'il est finalisé à l'heure actuelle, on essaie de mettre tous les facteurs derrière le jeu pour qu'il fonctionne et qu'il rapporte un max, parce que on a l'impression que c'est un peu le triple A de la dernière chance pour l'année fiscale d'Ubisoft cette année. C'est triste quand même de se dire ça, parce que c'est quand même eux qui pendant des années ont porté le jeu vidéo, même si ils ont su leur lot de critiques, il n'y a pas de souci, bien sûr. Mais c'est vrai que tu as l'impression qu'ils se sont un peu endormis ces dernières années, et ils ont enchaîné beat sur beat sur beat. Notamment Skull and Bones, qui était vendu comme un truc génial, ça avait fait un four total. Et puis la recette Far Cry like H24, Assassin's Creed like H24, au bout d'un moment, c'est vrai que les joueurs se sont lassés, quoi. C'est ça. J'espère pas que ça va se crasher, j'espère vraiment qu'ils vont trouver une solution, et que le AC Shadows, la Assassin's Creed Shadows va fonctionner, même si je l'achèterai pas forcément, donc moi ça m'intéresse pas spécialement le dernier Assassin's Creed, quoi. Mais juste que Ubisoft au moins
ça leur donne un petit coup de fouet et ils repartent sur autre chose. Ouais. En tout cas, voilà, le cœur du truc, c'est Assassin's Creed Shadows qui a été décalé au 14 février, donc date de la Saint-Valentin 2025 pour les gens qui la fêtent. Et on espère évidemment que le jeu saura un petit peu rebooster l'éditeur, parce que bon, le dernier truc qu'on veut, c'est qu'un éditeur qui emploie presque 20 000 personnes se casse la gueule, parce que bon, en général, c'est jamais bon pour les travailleurs, quoi. Mais effectivement, si ça peut aussi donner un coup de boost à la créativité de l'éditeur, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Ça peut être très bien. Donc voilà pour la news. Et juste en parlant toujours de jeux vidéo, et après on passe au point box-office, c'est Franck sur Discord, je ne l'avais pas vu passer, qui a annoncé, qui a vu passer la news comme quoi il y aura un Alien Isolation 2 qui sortira. C'est l'équipe de développement qui annonce ça 10 ans après la sortie du premier. Est-ce que ça concorde? Moi je pense, avec la sortie d'Alien Romulus, qui est quand même énormément inspiré d'Alien Isolation, et Alien Romulus cet été en salle a cartonné, donc peut-être qu'on a dit aux développeurs d'Alien Isolation les gars, même si le succès était moyen, il était là quand même, il y a un succès critique et un peu public, mais ils l'ont pas vendu par palette entière. Là on leur a peut-être dit, bon allez-y, faites une petite suite là, ça peut être sympa, on va relancer la franchise Alien là avec vous, donc pourquoi pas. Mais moi je suis très, très chaud, parce qu'Alien Isolation c'est super pour ceux jamais qui joué. n'ont jamais joué. J'ai trop peur pour jouer à ça. Ah, c'est extrêmement flippant, c'est-à-dire c'est d'un coup ton cœur va s'arrêter. Je sais que je peux pas jouer à un jeu comme ça. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'en gros on joue la fille d'Hélène Ripley, Amanda Ripley, qui cherche sa mère et qui se retrouve sur le vaisseau, je sais plus quoi, et qui fait face à un alien, exactement comme dans le premier en fait, avec Hélène Ripley. Et la génie d'Alien Isolation, c'est qu'en fait l'alien qui est contrôlé par l'intelligence artificielle s'adapte à tout ce qu'on va faire. Donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en fait, on aura de moins en moins de choix pour se cacher. Au début, on pourra se cacher dans des casiers, on pourra se cacher sous des meubles, on pourra faire plein de trucs, mais il va apprendre en fait. C'est-à-dire que plus tu vas te cacher dans des casiers, plus il va fouiller dans les casiers, plus tu vas te mettre sous des trucs, plus il va regarder sous les trucs. Donc en fait, de plus en plus, tu vas flipper parce que tu vas dire mais attends, mais ma technique ne fonctionne plus, je ne sais plus comment faire, etc. quoi. Donc c'est un jeu extrêmement cool et très intelligent et super. Donc vraiment, allez-y. Bref, voilà, c'était pour la petite news. Toi aussi, tu rajoutais une news, j'en rajoute une aussi. Encore une fois, jeu vidéo. Halo. La suite d'Halo ne sera pas développée sur le moteur propriétaire qu'utilisait avant 343 Industries, mais sur Unreal Engine 5. Et sachez que 343 Industries, qui donc s'occupe de la franchise Halo, ne s'appelle plus 343 Industries, mais Halo Studio. Voilà, c'est donc une information qui est sortie il y a quelques minutes seulement, et donc voilà, qui confirme évidemment qu'il y aura bien sûr une nouvelle mouture de la licence Halo, qui est très clairement la licence la plus porteuse chez Microsoft à l'heure actuelle, donc autant y aller, quoi. Ouais, j'avais pas aimé le dernier Halo Infinite, là j'avais même pas fini. J'ai toujours son jeu. Moi j'avais pas de Xbox à l'époque, donc je ne pouvais pas y jouer. Ouais. Donc jamais fait encore.